On se dit tous devant une idée de génie, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je serais millionnaire. Et pourtant, on a tort. Une idée de génie ne vaut rien sans une exécution parfaite. Et cette vidéo est là pour vous le prouver. Je vais vous parler aujourd'hui de 7 produits révolutionnaires qui ont imaginé le futur, l'ont même créé, et pourtant ont fait un flop total une fois sur le marché. Allons-y. Vous regardez Vive la pub. Nous sommes en 1964 aux États-Unis. AT&T possède le monopole sur les télécommunications et désire marquer un grand coup à l'exposition universelle de New York. 8 drôles de cabines créent la sensation. Chacune d'entre elles contient un appareil, appelé Picture Phone, permettant de passer des appels vidéo entre cabines. Et en plus de la vidéo, le Picture Phone permet aussi le partage de diapos. Le service commercial est inauguré par cet appel vidéo entre la première dame Lady Bird Johnson à Washington et un parfait inconnu dans une des cabines téléphoniques situées à Disneyland en Californie. AT&T croit dur comme fer que le Picture Phone est l'avenir de la téléphonie et investit lourdement pour en équiper Washington, Chicago et New York. Et c'est pas tout, en 1968, AT&T fait même un placement produit dans le film 2001 de l'Odyssée de l'espace. Le futur appartient donc au Picture Phone. Et pourtant, le Picture Phone n'arrivera jamais à convaincre une masse critique d'utilisateurs, et sera finalement discontinué en 1973, seulement 9 ans après son lancement. Alors, pourquoi cet échec? Parce que le Picture Phone était super cher, 160 $ par mois pour la location de matériel et 30 minutes d'appel, ce qui ferait environ 900 $ par mois aujourd'hui. Et pour le grand public, la valeur ajoutée d'un appel vidéo relevait plus de l'attraction que d'un véritable besoin. Et donc, la mayonnaise n'a jamais pris. N'en déplaise à cette mamie qui voulait voir ses petits-enfants. Il faudra attendre 2003 et la naissance de Skype pour que les appels vidéo se démocratisent enfin. La clé du succès? Internet. Le partage de données par réseau informatique fait d'énormes progrès techniques dans les années 70 et 80. La naissance et démocratisation d'Internet, dans les années 80 et 90, crée le support idéal pour les appels vidéo à frais réduits. Le Picture Phone était juste arrivé 40 ans trop tôt. So one of the things that we're doing is taking two very interesting structures, actually three. That is the idea of writing these actions, the structure of pictures, and music, and combining them all together. Now, 1968, Alan Kay, jeune informaticien, imagine un concept d'ordinateur, ou plutôt un livre dynamique, destiné aux enfants. L'objet se veut mobile, plat, léger, facile à utiliser grâce à une interface graphique, chose jamais vue à l'époque. L'informaticien rejoint le Xerox PARC 2 ans plus tard et développe un prototype. Le Dynabook est malheureusement impossible à développer car trop éloigné de la réalité de l'informatique des années 60 et 70. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Dynabook va servir de socle pour le développement du tout premier ordinateur à interface graphique, le Xerox Alto, contrôlé par ce drôle de petit objet, pas encore appelé souris. Voici la publicité qui avait vu juste 30 ans avant tout le monde. Oh, thank you. Thank you, Fred. You know, Fred, I think everybody on the routing list should see this. Push another button, and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource, information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. Impressionnant, non? Mais alors, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler du Xerox Alto? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème vient de l'intérieur même de Xerox, où les brillants informaticiens n'ont jamais réussi à convaincre leur tête pensante de l'importance de ce qu'ils avaient sous les yeux. You want Xerox to consider something called a mouse? Et si leur direction les a pris de haut, ce n'est pas le cas de Steve Jobs et Bill Gates, qui eux ont bien compris qu'ils avaient affaire à une poule aux œufs d'or et ne se sont pas fait prier pour piller leurs idées.
À tel point que lorsque Jobs reprocha à Gates d'avoir copié Apple pour sa première version de Windows, il lui répondit « Steve, il y a différentes façons de voir les choses. On avait tous les deux un voisin riche appelé Xerox. J'ai fait irruption chez lui pour lui voler sa télé, et je me suis rendu compte que tu l'avais déjà volé. » Lancé en Amérique du Nord en 1978, le Laserdisc offre une meilleure qualité de vidéo et de son que ses deux concurrents, le VHS et Betamax. D'un gabarit similaire au 33 tours, le Laserdisc est le premier support de stockage optique à voir le jour, 4 ans avant le CD. Et qui mieux que Monsieur Spock pour vous présenter toutes les caractéristiques du Laserdisc. The encoded information on this disk is read by a laser beam. That means that the picture and sound quality must be far superior to videotape reproduction. Le Laserdisc est la preuve que l'expérience utilisateur est bien plus importante que les caractéristiques techniques. Bien que supérieur techniquement à la VHS, il n'a pas réussi à répondre aux besoins du grand public. Car plus que la qualité, les consommateurs recherchent avant tout un support leur permettant d'enregistrer et réenregistrer leur programme télé durant plusieurs heures. Et le Laserdisc ne permet malheureusement pas l'enregistrement. D'autre part, chaque face du disque ne peut contenir que 30 à 60 minutes de vidéo, forçant donc à retourner le disque en plein milieu d'un film. Le prix du lecteur est également exorbitant, ce qui va donc réserver son usage à un public de cinéphiles avertis, peu développé dans les années 70 et 80. Et pourquoi le DVD a-t-il si bien marché 20 ans plus tard? Parce que le DVD n'a pas cherché à concurrencer frontalement la VHS, mais à se positionner comme complément pour le cinéphile grand public. Et progrès de la technologie aidant, le DVD a tout de suite été abordable, en plus d'être bien plus facile à transporter et d'être capable de contenir un film entier sur une seule face du disque. Après avoir viré Steve Jobs en 1985, Apple connaît un passage à vide au tournant des années 90. La tablette tactile d'Apple verra le jour en 1993. Son nom, Newton, est loin d'être aléatoire, souvenez-vous. En 1976, le premier logo d'Apple représentait Isaac Newton sous son arbre, une pomme prête à lui tomber sur la tête. Le Newton est votre assistant personnel. Avec son écran tactile, vous pouvez prendre des notes, consulter votre agenda, envoyer des fax et des emails. L'objet tient dans votre poche. Mais le Newton avait un unique mais énorme problème. Son écran tactile à 2 balles. L'usage du stylet n'était pas pratique. À son retour à la tête d'Apple en 1997, Steve Jobs mettra un terme au Newton, déclarant au sujet du stylet que Dieu nous a donné 10 stylets, n'en inventons pas un de plus. Les mouvements de lobbying anti-cigarette commencent à se faire entendre sérieusement dans les années 80. L'industrie du tabac arrivait jusque-là à nous vendre du rêve à l'américaine avec sa cigarette. Et même à vous faire croire que c'est bon pour votre santé. Cela ne sera désormais plus possible. Sentant le vent tourner, R.J. Reynolds, connu pour sa célèbre marque Camel, dépense 300 millions de dollars pour le développement de sa nouvelle cigarette, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à n'importe quelle autre cigarette. Sous son capot se cache cependant un mécanisme bien ingénieux comprenant une capsule aromatique. Et vous me voyez venir, cette idée de génie n'a pas marché. 2 raisons pour expliquer cet échec. Tout d'abord, la cigarette était compliquée à utiliser, là où il suffit d'appuyer sur un bouton pour vapoter aujourd'hui. Ensuite, les capsules avaient un goût de merde, littéralement, selon ces quelques utilisateurs. Très loin des saveurs envoûtantes de nos cigarettes électroniques d'aujourd'hui. I said to you, imagine that all of you were in this database. Imagine for a moment that we had not just you in the database and all of your relationships, but every internet user in the world. And there, by most projections today, anywhere between 40 and 60 million people. Cet homme est Andrew Weinreich, et vous ne le connaissez pas. Mais c'était le Mark Zuckerberg des années 90. En 1997, Weinreich lance le premier réseau social en ligne, 6degrees.com. Le site propose aux internautes de se créer un profil, créer des cercles d'amis, publier des bulletins, chatter avec leurs amis, ainsi que les amis d'amis.
6degrees.com compte 3,5 millions d'utilisateurs à son apogée. Il sera vendu 125 millions de dollars en 1999. Parfait timing, car l'année suivante, la bulle Internet explose. Et le site fermera définitivement en 2001. Selon Weinreich, 6degrees était tout simplement trop en avance sur son temps. Beaucoup d'utilisateurs découvraient à peine le web, avec des réseaux d'amis en ligne trop limités, et des difficultés pour envoyer des photos digitales, car les appareils photo numériques étaient rares à l'époque. Malgré un chiffre impressionnant de 3,5 millions d'utilisateurs, peu y retournaient régulièrement. Et le site ne générait pas assez de revenus pour être rentable. Le business model de la publicité en ligne était encore assez balbutiement. C'est rare de voir Google se planter, non? Et pourtant, les Google Glass ont disparu aussi vite qu'elles sont apparues en 2013. En théorie, les lunettes connectées devaient vous libérer les mains, connecter directement vos yeux à Internet. Caméra intégrée, micro, pavé tactile sur l'une des branches, mini-écran, accès Internet par Wi-Fi, les Google Glass sont un pur bijou de technologie. Mais l'expérience utilisateur a une nouvelle fois remis les pendules à l'heure. L'erreur des Google Glass et de bien d'autres objets connectés est de vouloir refaire la même chose que le smartphone, mais en moins bien. À quoi bon swiper sur ses lunettes pour voir ses mails sur un écran d'1 centimètre quand on a son téléphone dans sa poche? De toute façon, voulez-vous vraiment vous balader dans la rue avec un appareil à 1500 € sur le visage? Et non, la révolution ne viendra pas des objets vestimentaires connectés. Elle viendra des biotechnologies, qui feront de certains privilégiés des êtres humains augmentés. Plus besoin de lunettes intelligentes, la technologie est greffée sur votre pupille et directement connectée à votre cerveau. N'ayez pas peur, le futur vous tend sa main bionique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En faisant mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'autres produits révolutionnaires dont on aurait pu parler dans cette vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et on pourra faire d'autres épisodes sur cette série. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut. Et surtout, abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!